Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc ce qu'on a eu cette semaine globalement, c'est les résultats qui ont pris le dessus, donc des résultats qui sont pour la plupart meilleurs qu'attendus, mais on le voit à la moindre déception, la sanction est immédiate. Donc c'est là aussi, il faut faire attention. On le sent bien, de toute façon. Il y a les GAFAM qui vont arriver la semaine prochaine, donc il faut s'attendre à un petit peu de volatilité. Ce que l'on ressent évidemment, c'est que les résultats sont bons, mais qu'on rentre quand même dans ce monde après Covid, même si le Covid, il ne faut pas l'oublier, il n'est jamais très loin, et on voit qu'on a quelques remontées de cas, mais en parallèle de ça, on voit qu'une troisième dose peut booster un petit peu les capacités à éviter tout confinement en évitant que la population ait quand même des cas, des formes importantes et pousse les hôpitaux à être complètement débordés et c'est ce qui pousse à faire du confinement. Donc on va dire que le marché globalement, le Covid l'a mis un petit peu, il a mis un petit peu derrière lui, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des petits moments un petit peu de peur. Des moments de peur également avec Evergrande, comme on l'a dit, pour moi, faillite ou pas faillite, c'est pas ça qui va vraiment importer. C'est plus l'aspect moyen long terme surtout, mais ça aussi, ça peut apporter de la volatilité. Ça revient. Le plafond de la dette va nous revenir aussi sur le courant du mois de novembre, puisque rien n'est résolu, on n'a fait que repousser l'échéance. Là aussi, pour moi, c'est un faux prétexte, un petit peu de peur, puisque à la fin de la journée, c'est un épisode auquel on connaît déjà la fin. Et donc, une fois que les résultats seront passés, on peut se poser la question, quels seront les catalyseurs qui nous restera, en sachant que, voilà, on a toujours les pénuries, le truc, les machins, donc tout ça, ça va rester en bruit de fond. Donc, sinon, moi, ce que je dis souvent, c'est que le plus important, c'est un petit peu de prendre du recul, de regarder ces graphiques. Et le graphique, ce qu'il nous dit, c'est qu'aujourd'hui, ben, on a toujours des liquidités, les banques centrales restent accommodantes, les gouvernements continuent de distribuer de l'inflation pour combattre l'inflation, très bien. Ce qui nous intéresse donc à ce stade-là, c'est que pour l'instant, ça tient. Cette semaine, donc, on aura, enfin c'était déjà la semaine dernière, mais on aura confirmé la cassure des 6620 points et on aura tenu cette zone-là en support. Cette semaine, on est en train d'essayer d'aller chercher la résistance des 6770, 6780 points, c'est ça qu'il faudra passer pour pouvoir aller chercher le petit gap ici qui était resté ouvert, et donc les nouveaux plus hauts sur les 6900 points. La question à ce moment-là, évidemment, qui brûlera toutes les lèvres, c'est 7000, 7000, 7000, 7000. Sinon, à contrario, la faiblesse reviendrait, et entre guillemets, on perdrait le catalyseur des résultats si on vient à passer sous les 6620, 6600 points. On passe en dessous de ce niveau-là, on re-rentre dans les zigzags et avec la moyenne mobile 200 qui peut toujours être targetée si on commence vraiment à enfoncer évidemment. Mais voilà un petit peu pour l'idée, donc je mettrai cette zone 6600, 6620 points à court terme comme le pivot. Sinon, à moyen terme, pour moi, on continue, vous le voyez, de faire du zigzag, donc on continue d'être dans une tendance haussière de fond, mais ce zigzag nous permet d'une part d'avoir des repères à nos plans, donc on va savoir plus facilement si on casse tel niveau maintenant, oui, en effet, on commence à réduire la voilure. Ou alors, si on casse les résistances, eh ben, on continue, je veux dire, de danser tant que l'orchestre joue. Hein. On continue de valider cette figure en triangle ascendant pour l'instant. Il nous manquerait, c'est ça qu'on s'était dit ces précédentes semaines, c'est que autant le support, on l'a bien testé maintenant, il est bien valide pour tout le monde, autant la résistance, on a eu pour l'instant qu'un test, donc ça serait bien d'aller tester une seconde fois, de voir si le marché va préférer quelque chose d'horizontal, si plutôt on va partir sur des obliques, etc. Bref, on en est là aujourd'hui. En tout cas, le biais pour l'instant à court terme reste positif. Oui, il y a un paquet de nuages noirs. En effet, il n'y a rien de nouveau à l'horizon, donc je ne vais pas répéter ce qu'on s'était dit déjà sur les précédentes vidéos. La seule chose, c'est qu'on a l'aspect catalyseur des résultats actuellement et la liquidité. Les politiques sont toujours très accommodantes. On continue de raser gratuit aujourd'hui. Alors oui, on peut avoir peur que demain, on rasera plus gratuit, mais en attendant, aujourd'hui, on rase gratuit. Si on regarde au niveau des valeurs de croissance, donc au niveau du Nasdaq, là aussi, on n'est pas allé par quatre chemins, et peu importe le fait que au niveau des taux,
on continue de dégrader les taux, hein, et à un moment donné ou à un autre, évidemment, il y a un spécialiste qui va se réveiller, qui va dire: «Oh mais attention, et dis donc, les taux, ils ont monté, et les valeurs de croissance aussi, donc faites toujours très attention de ne pas vous faire noyer, c'est parce que sinon, au jour le jour, on va toujours expliquer les choses. Voilà, vous avez la montée des taux, ah ben les valeurs de croissance se font défoncer. Et puis maintenant, on a les valeurs de croissance qui montent et les taux également qui montent. Ah oui, mais là, c'est parce que les résultats sont plus importants à court terme. Ok, et donc du coup, quand les résultats seront passés, est-ce qu'on va re-rentrer dans la triptyque de se dire: ah ouais, mais les taux sont hauts, donc les valorisations des sociétés de croissance, bam. Bon, ce qu'on voit tout simplement, c'est qu'il y a eu une énorme anticipation des résultats, et c'est là où il faut faire très attention aux déceptions, parce que dès que le marché, vous avez une valeur de croissance qui déçoit sur sa croissance, ou qui déçoit sur ses perspectives de croissance, là, la sanction est sans appel et irrévocable. Donc là, l'idée, au niveau du Nasdaq, pour moi, c'est que c'est positif, point barre, hein. Donc on est allé chercher le support, on a validé le support, et comme sur le CAC 40, on a tout retraversé un petit peu comme une lettre à la poste, très facilement au niveau des résistances. Donc dorénavant, le support est 15 000, 15 100 points. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on reste positif. Alors on peut éventuellement venir consolider, bien entendu, faire une espèce de pullback et pour relancer, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est haussier, point barre, et au-dessus des 15 000, 15 100 points. On revient dans une réduction de voilure et à faire attention aux zigzags, etc. Si on repasse en dessous de ces niveaux-là. C'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. Sinon, ça continue d'être positif. Et évidemment, il y a les GAFAM, les résultats des GAFAM qui vont arriver. Donc, ce qui va vraiment m'intéresser pour vraiment valider, parce qu'il va falloir faire attention, hein. Tout le monde va vous parler de rallye d'hiver, de rallye de Noël, etc. Évidemment, moi, je pense qu'il faudra être encore un petit peu prudent. Il faut faire attention à ces statistiques-là. Ça reste des statistiques, hein. De la même manière que les mois de septembre et les mois d'octobre sont des mois de crack. C'est des statistiques. Si vous regardez, en fait, la majorité des mois de septembre et d'octobre sont haussiers. C'est juste parce que dans l'histoire, on a eu quelques occurrences qui ont été vraiment très importantes, que évidemment ça pèse beaucoup plus dans la balance quand on calcule la moyenne, et qu'on va se dire septembre et octobre c'est des mauvais mois, c'est des mois qui sont baissiers. Mais si vous regardez statistiquement, vraiment en termes de volume, les mois de septembre et octobre sont plus souvent haussiers que baissiers dans l'histoire. C'est juste que quand ils ont été baissiers, ils n'ont pas fait à moitié. Donc, au niveau du Nasdaq, pour moi, pareil, ça reste très positif, hein. Ce qui m'intéressera la semaine prochaine, c'est les résultats des GAFAM, bien entendu. Et ce qui va vraiment m'importer, c'est de voir une fois qu'on a passé tout ça, est-ce que le marché se met à vendre? Est-ce que le marché, à un moment donné, se met à sécuriser les plus-values qui ont été faites toute cette année pour éviter de les risquer, pour pouvoir faire une belle, jolie brochure commerciale en fin d'année, pour pouvoir attirer l'épargne qui reste très abondante dans les comptes, hein. On a eu des records historiques, hein, d'afflux en un laps de temps très réduit, d'afflux et de flux entrants sur les marchés. Mais il y a encore aussi énormément d'épargne. Quand on regarde notamment les Américains, je ne parle même pas des Français, quand on regarde les Américains qui ont une tendance à consommer et pas à garder un taux d'épargne très important, ce qu'on se rend compte, c'est que d'une part, ils consomment, mais que les taux d'épargne n'ont pas vraiment baissé. Donc on reste sur des taux d'épargne très élevés. Donc c'est ce qui pousse également le fait que, au niveau de vos stades du chômage, etc., il ne faut pas trop se prendre la tête en ce moment, parce que l'idée, c'est de se dire, oui, il y a une inflation des salaires, mais parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui reprennent pas le travail. Ils reprennent pas le travail parce qu'ils ont encore des réserves. Donc ils reprennent pas le travail parce qu'ils ont encore cette capacité-là de se dire, bon je patiente, ou alors je prends du temps pour chercher quelque chose de mieux. Donc du coup, on se bat pas. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, et on le verra pas maintenant, c'est dans 6 mois. Est-ce qu'on a une hausse des salaires? Alors avec l'inflation, etc., on a des revendications, bien entendu, mais est-ce que les hausses de salaires commencent à toucher les emplois mieux rémunérés? Donc c'est là vraiment où on va pouvoir faire la différence en une inflation transitoire, mais qui dure quand même, mais qui reste transitoire, ou une inflation vraiment durable et de fond. C'est ça pour moi, et on peut pas, c'est pas quelque chose, c'est pas une question qu'on peut découper encore, je dirais, à ce stade. Je pense que, en tout cas, à titre personnel, je patienterai encore un petit peu avant de me faire une idée fixe. Donc au niveau des taux,
On a continué de dégrader, je rappelle, ici c'est l'obligataire, donc si le prix de l'obligation baisse, ça veut dire que les taux augmentent et vice-versa. Ce qui m'intéresse là maintenant, c'est qu'on est en train de jouer un petit peu le money time. Donc vous le voyez, on est en train de revenir sur un support oblique. Alors c'est pas un support oblique qui est très mouse costaud, mais ça serait intéressant qu'il tienne. S'il tient, on se détendrait un petit peu sur les taux, mais pour moi, voilà, je dirais que tant qu'on ne va pas repasser au-dessus des 115 globalement, on ne se détend pas sur les taux, on reste dans la tension sur les taux, on reste dans une nouvelle attaque de hausse des taux sur le 10 ans américain en l'occurrence. Je ne partirai pas encore bille en tête de me dire on va aller berserk et on ne reviendra plus jamais. Je pense qu'il y a une zone notamment au niveau des 110, hein. Vous avez une zone entre 112 et 110, vous voyez ici, qui est quand même une zone qui peut être très travaillée et qui peut être encore un socle assez important d'un point de vue moyen long terme. Mais je dirais qu'en restant sous les 115, on reste dans la dynamique haussière sur les taux, donc ce n'est pas un sujet que l'on peut balayer du revers de la main, c'est juste, comme on se l'était dit, on joue à se faire peur très souvent sur la hausse des taux, etc. Mais avant que la hausse des taux commence réellement à impacter négativement, d'une part, le refinancement, le financement de la dette, hein, c'est là où le bas blesse, que ce soit pour les gouvernements et les entreprises, et également à partir d'un moment où l'obligataire, du coup, commence à vous donner un rendement qui est supérieur à celui que vous obtenez sur les actions et notamment sur les dividendes, et qui vous dit tout simplement de dire bon, à quoi ça sert que je prenne du risque sur les actions, je peux prendre du sans risque sur mon obligataire aujourd'hui, donc hop, je vends mes actions et je transvase un petit peu sur l'obligataire. Donc aujourd'hui, je veux dire, même à 2% sur le taux à 10 ans, vous n'êtes pas là-dessus, hein. Vous avez des dividendes qui payent 4-5% aujourd'hui avec une inflation qui est à 4 ou 5%. Donc même si vous avez un obligataire qui est en hausse, en effet, vous perdez de l'argent par rapport à l'inflation, si on prend les taux réels, hein, et pas les taux nominaux. Donc voilà également la réflexion qu'il faut se faire, mais je ne pense pas qu'on en soit là encore également dans la compétition que vous avez entre obligations et actions. Et de toute manière, je pense que les banques centrales ont bien compris que si on veut derrière à un moment donné résorber les dettes, résorber le bilan de la Fed et compagnie, il faudra éviter une crise de cette manière-là, et donc il faudra éviter justement que les taux remontent trop. Donc ce qui se passera à un moment donné, si les taux longs commencent à remonter trop vite, trop fort, c'est que les banques centrales interviendront également sur ces taux longs, puisque personne n'a intérêt aujourd'hui à laisser courir. Et puis je dirais que après tout ce qu'on a fait, je pense qu'on a mis le doigt dans un engrenage dont on ne peut pas sortir, c'est quasi impossible. Et je pense qu'une des périodes, alors je mords un petit peu peut-être sur quelque chose que j'ai déjà partagé dans l'académie et dont je ferai peut-être un article vidéo si j'ai le temps la semaine prochaine, etc., de manière plus publique, mais on mord un petit peu sur aujourd'hui le débat de parler tout de suite de la stagflation et donc des années 70, mais c'est pas réellement aujourd'hui, c'est pas réellement le cas. On est dans une croissance économique, même si on a un pic de croissance derrière nous. Je regarde à titre personnel, et je regardais déjà l'année dernière, hein, ça faisait partie de toutes les hypothèses de travail, c'est plus de regarder la sortie de crise de Covid comme la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et de regarder ces éléments-là, où il y avait eu une inflation transitoire qui avait duré 2 ans, hein, c'est ça, c'est la transition, l'économie c'est long, hein, ça se passe sur des longs temps, mais je veux dire, vous aviez eu une quinzaine d'années de croissance où vous aviez une hausse des taux mais qui s'était maintenue de 2 à 4%. Vous étiez passé de 2 à 4%, c'est quand même pas rien pour l'économie, mais ça s'était maintenu parce que vous aviez une croissance à côté. Donc voilà, c'est plus sur cet aspect-là que je regarde, mais voilà, je rentrerai peut-être un petit peu plus dans les détails. Pour la suite, j'avais promis de faire des vidéos de 30 minutes, maintenant ça semble plutôt mal engagé. Donc voilà un petit peu ce que je regarde. Donc les taux, voilà, il ne faut pas être surpris si la semaine prochaine on se réveille, on se dit « Oh mon Dieu, les taux !» C'est comme ça, c'est le marché, de temps en temps il oublie des trucs, puis il y revient, et ainsi de suite. Ce qui va nous intéresser donc du coup, c'est l'or qui est en train petit à petit, ma foi, de se remettre un petit peu. Alors on reste toujours dans ces grosses constructions, hein, de long terme, mais à court terme, on est en train de valider la tentative de retournement court terme.
Pour pouvoir valider cela, il va falloir passer cette zone-là des 1820 et je dirais surtout des 1830 $, ce qui nous permettra de nous remettre dans des dispositions un petit peu sur le haut de la figure, et là de vraiment commencer à engager, on a vu la plupart des minières ont déjà pas mal rebondi, mais de vraiment engager le retournement sur l'or. Ce qui veut dire que le marché commence à plutôt jouer une inflation qui est plus seulement transitoire, mais où il faut peut-être se protéger. Après, il y a tellement de liquidités sur le marché qu'on peut même plus faire de relation de cause à effet comme ça, parce que potentiellement il y a tellement d'argent qu'aujourd'hui, vous continuez en effet à acheter des actions et à être bull, etc. Mais vous vous couvrez aussi, vous achetez une couverture et éventuellement vous commencez à acheter de l'or et de l'argent pour vous couvrir. Après, c'est pareil, c'est comme le cuivre et compagnie, vous avez tout un tas de pénuries. L'argent également, vous le voyez, a fait un très bon rebond et est venu pile poil sur la résistance dont on avait parlé aux alentours des 25 $. Alors certainement là je verrai plus une consolidation. Alors si ça passe comme dans du beurre, c'est d'autant plus un mouvement fort de relance à la hausse dont il faudra tenir compte. Et si on consolide là, ce serait quelque chose de beaucoup plus sain. Mais bon, l'idée est la même, c'est qu'en gros en cassant la zone des 25-26 $, là aussi, que ce soit pour l'or et pour l'argent, on se remettrait dans de meilleures dispositions et de relance et de retournement à la hausse. Donc pour faire la différenciation entre un rebond au prorata de la baisse et un vrai retournement, c'est cette zone des 25-26 $ qu'il faudra franchir. Et au niveau de l'euro-dollar aussi, ça bouge plutôt pas mal, on continue de naviguer, on était revenu sur la zone de support, on fait du rebond technique à ce stade-là. Donc avant de remettre des scénarios et se dire qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un monde où le dollar devient faible, qui, au-delà de juste les matières premières, de l'impact sur les matières premières qui sont toutes cotées en dollars, c'est derrière de se dire à partir de quel moment je commence à mettre des stratégies de dollars faibles et plus de dollars forts. Pour moi, il y a un niveau important, ce sera la zone des 1,19. Tant que l'euro-dollar ne repasse pas au-dessus des 1,19, je ne remets pas sur la table une hypothèse de travail de dollar faible, durable, je parle. Ça peut pas mal zigzaguer, ça peut faire des poussées, mais quelque chose de plus durable où je vais repondérer mon portefeuille en fonction de ça, c'est au minimum un dépassement des 1,19. Sinon, pour moi, on reste dans le territoire là, on est en train de construire, on n'est pas à l'abri de venir casser cette oblique descendante ici, et puis de commencer à mettre le retournement, et que ça ressemble donc peu ou prou à ce qu'est en train de faire l'or et l'argent. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ces aspects-là. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place de manière très intéressante. Comme d'habitude, sur cette partie gauche, il y a beaucoup de titres que j'ai mis sur une liste que vous m'avez demandé également la semaine dernière. Donc je vais essayer de tous les passer en revue. Mais voilà, donc proposez vos actions en commentaire, et puis n'oubliez pas de liker la vidéo également, ça fait plaisir, et puis ça permet de faire connaître ce travail à plus de monde. Au niveau de Adonis, donc pour moi c'est un petit titre, mais on continue de travailler, on continue de construire cette zone-là, de congestionner, donc on a un bon support aux alentours des 2,80 €, on reste positif au-dessus des 2,80 €, 3 €, ce qu'il faut ensuite c'est casser ces 3,50 € pour déclencher la hausse. Au niveau de ADP, on a buté sur ce niveau de résistance, mais on voit une belle mèche basse aujourd'hui avec les résultats. Donc ça veut dire qu'on a intégré le passé et que maintenant le marché commence à se focaliser sur l'avenir, sur le futur. Alors évidemment, si le Covid refait toc-toc à la porte du hublot et qu'on recommence à confiner, il ne faudra pas s'attendre à un miracle. Pour l'instant, au-dessus des 108 €, je resterai positif, en tout cas sur le dossier, d'un point de vue bas de laine, moyen-long terme. Agrogénération donc, avait eu sa congestion, a eu sa poussée haussière. On est allé chercher les 33, on n'a pas réussi à aller chercher les 36, et donc là, on consolide au prorata. Vous avez certainement un support aux alentours des 25 à 24 centimes d'euros qui pourra servir derrière de rebond, et puis il faudra voir comment ça construit pour la suite, mais en tout cas pour ce mouvement-là, c'est fait. Sur les compagnies aériennes, c'est assez intéressant parce qu'on s'est rendu compte que le pétrole, c'était pas bon pour les compagnies aériennes cette semaine, alors que les semaines précédentes, le pétrole était aussi élevé, mais ça ne nous avait pas empêché de faire quelques rattrapages. À ce stade-là, pour moi, c'est toujours de la construction que je mettrai sur le compte de Air France. Je n'ai pas augmenté ma position,
je reste sur une toute petite position parce que pour l'instant, j'ai pas de preuve. Et une preuve de retournement, pétrole cher ou pas, ça sera un dépassement des 4,20 €, 4,30 €. Au niveau de Amazon, donc, ben, on va attendre les résultats. Pour l'instant, ça continue de travailler, on le voit. On avait rebondi sur le support, on a cassé cette résistance oblique qui n'a pas l'air d'être super probante pour le marché, hein. Donc là, l'idée, c'est que pour moi, ce qui serait important, c'est de conserver cette zone des 3 300 $, je vais arrondir. Si vous repassez en dessous, eh ben, on continue le zigzag. Si on arrive à tenir cette zone-là et à relancer, et surtout dépasser les 3 500 $, outre ce gap-là, on aura un vrai signal, en effet, de relance à la hausse. Mais ça, vous voyez, c'est du zigzag. De toute façon, Amazon, ça fait une année, hein, une année et demie quasiment, que vous êtes dans un énorme zigzag. Alors certes, il y a de la place pour trader, hein, bien entendu, mais d'un point de vue investisseur, il y avait potentiellement mieux à faire. Apple reste propre également, hein, on va au-dessus on a ce gros niveau-là moyen terme pour moi. Ce qui a été bien avec la correction du mois de septembre-octobre, c'est que ça vous a donné les repères pour le futur, c'est-à-dire le jour où on repasse en dessous des niveaux bas de septembre-octobre, c'est le jour en effet où vous allez avoir pas mal de signaux de réduction de voilure sur ces actions-là. D'un point de vue, on sera d'un point de vue moyen terme, d'un point de vue long terme, on reste dans des dynamiques haussières de fond. Donc ça sera une question de profil aussi pour prendre vos décisions et d'horizon de placement. C'est ça qui va être très important de bien distinguer. Mais en attendant, Apple, ça reste très propre aussi. Au-dessus vous le voyez, pour moi le niveau pivot à moyen terme sera aux alentours des 137-138 $. Et là, à court terme, on va rester positif tant qu'on va tenir la zone des 144. Là aussi, on verra les résultats. Hein. Les résultats, comment s'en est parlé. Ce qui est pas important, c'est les résultats en soi. C'est les PDG qui derrière commencent à parler de la T4 et qui sont un petit peu plus incertains, un petit peu plus prudents là-dessus. C'est ça qui crée réellement la tension. Au niveau de ArcelorMittal, ça reste toujours très propre, hein. Ça sera intéressant de tenir cette zone des 26 €. Si on la lâche, on continuera le zigzag, mais ça reste une dynamique haussière de fond. Atos, donc avec les résultats, et puis on a viré le PDG, ça fait toujours plaisir de virer le PDG en bourse, hein. Pour Danone, ça avait été le même coup, un petit peu de renouveau. Donc l'idée est toujours la même, c'est on reste dans une congestion, on voit qu'on est venu taper le support, on est venu taper la résistance, donc il faudra se décider. Mais là, du coup, maintenant, ça commence à devenir de plus en plus intéressant, sans parler même évidemment des OPA, mais ça se met en place. Il parle de vendre quelques actifs également. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on sait que la valorisation est attractive et le reste. Donc un débordement des 46-47 € pourra ouvrir la voie aux 49, et puis après on verra si on arrive à avoir la force de fermer ce gap. Après, pour celles et ceux qui sont plus moyen long terme, ça peut se garder. BE Semiconductor, on en avait parlé également comme les tendances d'action fortes, qui avaient fait des bons prorata, mais derrière sur lesquels vous pouvez jouer les rebonds techniques. C'était pareil sur Sartorius et compagnie. Voilà, ça va commencer à arriver, vous voyez, sur des niveaux de résistance. Et je crois que les résultats sont encore à apparaître, donc ça sera à regarder. Mais du coup, ce qui devient très intéressant, c'est que le marché vous valide une forme de congestion. Ça, on va le virer, puisqu'on a cassé ce niveau-là, c'est pas intéressant, mais en gros, le support est là, alors on pourrait ajuster un petit peu, la résistance est là, et donc après, ça zigzague à l'intérieur, soit ça casse et on repart pour un tour, mais bon, je demande à voir, soit ça zigzague à l'intérieur, et en gros, ça casse et on repart pour un tour, ou ça casse par le bas, et là, vous avez votre vrai signal, en effet, de correction pour la suite. Mais si BU Semiconductor corrige, ça veut dire que l'ensemble du marché se mettra justement à avoir cette perte de souffle. BioUV, ça part toujours pas à ce stade-là, ça continue de congestionner, on peut rester encore positif au-dessus des 5,70 €, mais c'est vraiment un débordement des 6 €, et on attend une news là-dessus pour éventuellement partir. Biocartis, on avait parlé la semaine dernière, où je viens de la rajouter, je sais plus, peu importe, je me suis positionné pour une première ligne. On arrive au bout de la figure, après c'est Biocartis, hein, ça a été pas mal l'Arlésienne pendant l'année précédente, mais peut-être qu'on finit par arriver sur quelque chose sur Biocartis, donc à regarder, en tout cas la congestion se met en place. CGG, donc là aussi c'est pas mal le yo-yo, hein, ça reste une tendance baissière de fond, donc forcément vous avez du déchet. On a tenté un rebond cette semaine, puis on l'a un petit peu avorté. Bref, ça reste timide. Pour l'instant, je dirais au-dessus des 65-64 centimes d'euros. On va rester positif sur la capacité de rebond
qui a eu lieu sur le titre, mais c'est vraiment un dépassement, vous le voyez, des 70 centimes, 68, 70 centimes, qui nous permettra de se mettre un petit peu à l'abri et de reprendre un petit peu le souffle, et de réouvrir éventuellement la zone des 78 centimes, et éventuellement la construction d'une figure en triangle symétrique, etc. Claranova a annoncé ses résultats, ce qui a permis de manière très rapide de sortir un petit peu de la figure, et puis non, on a réintégré. Donc ça reste mou, hein, tout simplement, on se l'était dit, c'est dégradé, ça reste dégradé, mis à part pour du rebond technique. À ce stade-là, j'ai toujours pas grand-chose à mettre sur la dent, et je dirais que le marché vous a donné également un repère là-dessus, c'est de se dire qu'en gros, il faudra maintenant dépasser cette zone des 6,10 € pour commencer à se remettre un petit peu du baume au cœur et à jouer un retournement. Pour l'instant, c'est du capital bloqué. Capital bloqué sur Covivio Hôtel également, tant que vous ne dépassez pas les 16,50 €. Au niveau de Crédit Agricole, comme la plupart des bancaires, l'épisode taux leur est favorable, donc ça reste positif. Au-dessus des 12,40 €, on le voit ici. DBV Technologies, c'est pas mal reprise entre la semaine dernière et ce début de semaine. Donc on reste dans la figure à ce stade-là, et c'est toujours cette zone des 10 € qu'il faudra réussir à déborder, mais ça se joue éventuellement. Ecomiam, c'est toujours la zone des 16,60 € à dépasser. EDF, voilà, on est en train de travailler les anciens plus hauts, on se repose des questions sur le nucléaire, etc. Je pense que c'est des bonnes questions à se poser. Mais après, voilà, on va rester à ce stade-là, graphiquement parlant, positif tant qu'on tient les 12 € sur EDF. Au niveau d'Energy Fuels, ça c'est de l'uranium, elle mérite un petit peu de consolider à ce stade-là, de souffler, c'est pas mal volatile, mais comme on s'était dit la semaine dernière, il me semble, les 7,50 $ vous servent de support. Engie s'est réveillé, ça y est, on a cassé des bons niveaux de support, donc je dirais que c'est votre zone des 11,80 € maintenant qui devient pivot à court terme, donc ça peut être une zone d'accu éventuellement. Ce qui nous intéressera maintenant, c'est cette oblique ici, à franchir, pour pouvoir donner un signal beaucoup plus durable. Au niveau de Eramé, alors là, bon, cette oblique, j'ai pas grand-chose sur la résistance à dire. Ça tergiverse un petit peu, mais il faut dire, voilà, on a gagné à peu près 25 € en quasi-ligne droite, donc même cette petite consolidation-là, c'est pas méchant. Et on va placer le support ici sur les 76 € à ce stade, donc c'est bien haussier. En consolidation intermédiaire. Eritech Pharma, pour l'instant, n'y arrive toujours pas. Donc on reste dans une congestion, on peut limite le voir en triangle ascendant, donc plus avec la résistance au niveau des 5,60 €. Mais déjà, aujourd'hui, voilà, on a une résistance intermédiaire. Alors, j'arrive pas à tracer droit, pourtant l'apéro n'a pas commencé. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ce débordement des 5,35 €. On a tenté, ça fait plusieurs jours qu'on tente, pour l'instant on n'y arrive pas. Donc ça reste en stand-by. Au niveau de Euronav, on est en train de consolider également. Toutes les valeurs pétrolières, de toute manière, voilà, sont commencées à arriver sur des niveaux de résistance où on consolide un petit peu. C'est normal et c'est sain, sans remettre en cause la tendance de fond. Galapagos, voilà, c'est toujours une tendance baissière, donc dites-vous bien que quand vous êtes sur une tendance baissière, bon, ben, c'est normal que ça zigzague, c'est normal que ça prenne du temps, voire que ça échoue, il y a forcément plus de déchets. Donc là, on reste Galapagos, on a tenté des choses, pour l'instant, on n'arrive pas à se relancer. On le voit, ce qui m'intéressera vraiment, c'est le jour où on arrive à dépasser ces 46 € et à les garder. Là, vraiment, on commencera un petit peu à stopper l'hémorragie. À ce stade-là, on reste encore un petit peu avec le défibrillateur. Alors, il y a eu des bonnes réactions. On est éventuellement en train de construire un socle, mais il n'y a pas encore vraiment de conviction forte. GL Events, on avait parlé du break, donc il a eu lieu, on est éventuellement en train de consolider un petit peu, pas plus que ça. Harmony Gold, donc on voit les minières, quand même des beaux rattrapages en ligne droite ici pour Harmony Gold, qui est en train d'arriver sur une zone de résistance. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir la conso, mais comme on l'a vu sur l'or, ces prochaines séances, ça va être très important, parce que si la conso est faible, si on n'a pas des consolidations très fortes, ben ça renforce d'autant plus que le mouvement est fort. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais en gros, c'est ça qui va m'intéresser pour avoir une bonne protection sur les minières, éventuellement, ça pourrait être utile. La TECOR, c'est toujours cette oblique-là qu'il faut casser par le haut, sinon il n'y a pas de signal. LVMH, donc on a été bien aidé par le luxe cette semaine au niveau du CAC 40, donc on avait déjà cassé la semaine dernière, mais on avait fait le pullback cette semaine, et on tente la relance là. Et pour l'instant, ça ne passe pas. On continue de ne pas réussir à passer. Donc,
ça peut toujours se jouer. Le moment où on rejoue un petit peu de la flûte, du zigzag et à se dire, bon, prudence quand même un petit peu, c'est si LVMH repasse sous les 640 euros, et a fortiori sous les 610, mais déjà repasser sous les 640, ça sera léger. Morel et Prom, pareil, avait fait une bonne ligne droite, c'est normal que ça souffle un petit peu, rien de majeur, c'est de la conso. Metabolic Explorer est toujours dans les bonnes dispositions pour éventuellement tenter les 6 euros et plus aussi affinité. Hein. Tant qu'on va rester au-dessus des 5,20 €, on va rester positif. MGI Digital, ça se cherche, c'est pas exceptionnel, mais on est en train de travailler une zone de support. Alors c'est pas forcément cette oblique-là que j'avais tracée, qui est importante. Hein. Je pense on peut la regarder un petit peu plus comme ça. Sur un graphique court terme, vous aurez cette figure qui ressortira plus facilement. Et donc la cassure par le haut, véritablement, qui servira de signal. Mota Engil également, du mieux cette semaine. On continue un petit peu de construire et de naviguer. Donc c'est vraiment la cassure par le haut ici qui nous permettra de valider le retournement. Au niveau de Nacon, on a le pullback, donc on avait la résistance la semaine dernière, et maintenant on est en train de revenir sur la zone de support qui a bien fonctionné. Hein. Aujourd'hui, on voit cette zone des 5 € qui sert de support. Donc ça sera intéressant de voir la congestion qui se met en place, et au-dessus des 5 € de rester positif. Novacite, on avait parlé la semaine dernière, on avait dit il n'y a pas trop grand-chose à se mettre sous la dent. On en a reparlé au sein de l'académie hier notamment, avec cette petite congestion ici, mais c'est vraiment aujourd'hui, ce matin, que ça s'est remis, mais après c'est parti tout seul. Alors là, on arrive déjà sur un niveau de résistance, il peut éventuellement y avoir un pullback sur cette zone des 3 €, 3,10 €, 3,15 €, qui peut ouvrir éventuellement une fenêtre d'entrée pour les gens qui veulent jouer éventuellement une seconde jambe. Ça reste un titre spéculatif, évidemment, mais pourquoi pas. Ontex Group, on continue d'être dans le biseau descendant. Alors on a fait le bas, on refait le haut. Donc pour moi, ça reste quand même une bonne réaction et une bonne clôture hebdomadaire. Donc là aussi, c'est une tendance qui reste encore baissière sous les 9,80 €. Donc forcément, ça fait du zigzag, ça prend du temps, etc. Et il faut savoir ce que vous recherchez quand vous rentrez sur des positions comme ça. Soit vous avez la profondeur de portefeuille pour attendre et dimensionner votre position au fur et à mesure, soit vous savez que vous allez bloquer du capital. Alors peut-être qu'après, il y a mieux à faire ou pas selon votre profil. Ça, c'est la décision de chacun. Au niveau de Orange également, on a un bon rattrapage de Orange, hein, qui est en train de travailler sa zone de résistance. Donc ça, c'est plutôt propre également, une bonne valeur défensive. Osmosis, on en avait parlé la semaine dernière, c'est un tout petit titre. Hein. Donc attention au volume, bien que quand même, bon, il y a 8000 titres qui sont échangés, c'est plutôt pas mal, mais c'est toujours ce débordement des 6 € qu'il faudra pour valider la suite. Ovid, alors les petites capes américaines sont en train de partir un petit peu au sud, sauf quelques-unes qui ont littéralement explosé. Mais globalement, voilà, on a des prises de profit sur les petites capes américaines, on le sent bien. Et là, Ovid, celle que je vous avais présentée la semaine dernière, qui n'a pas réussi à partir à ce stade-là, qui est toujours donc capée sous sa résistance oblique et qui est en train de revenir sur la zone de support. Bon, ça se regarde encore, mais pour l'instant, je veux dire, vous voyez, tant que vous n'avez pas débordé 3,80 $, il n'y a pas grand-chose. Par contre, Prodways, elle a breaké et c'est resté donc très propre. Donc là, petite consolidation, pullback éventuellement sur la zone des 3,20 € qui pourrait être bien vue. Au niveau de Prosus, on est en train d'arriver sur la résistance oblique, donc je serais tenté de dire consolidation sur ce niveau-là, et les 73 € qui peuvent servir de soutien et permettront de créer la congestion et la figure. Quantum Genomics, pareil, ça rame un petit peu, les 4,10 €, 4,20 €, lui tendent peut-être les bras. Il faudra s'affranchir au minimum des 4,50 € pour commencer à parler d'une éventuelle relance, hein, là-dessus. Au niveau de Sanofi, ça continue à être plutôt propre, on voit, sur la zone des 81 €, on a conservé cette zone de support. Donc là aussi, c'est plutôt neutre à ce stade-là. Il faudra repasser au-dessus des 86 € pour redéclencher la hausse, mais c'est une bonne valeur en fond de portefeuille à ce stade-là. Sartorius, même chose, on était venu sur le support, on est en train de revenir sur la zone de résistance, et là maintenant c'est le quid, parce que entre ces deux zones-là, c'est la neutralisation. Il faut casser par le haut pour parler de relance haussière, vous cassez par le bas, on parlera de mise en place de la correction. Au niveau de SES, ça reste plutôt propre à ce stade-là. Ça peut reconsolider et revenir travailler cette zone ici des 7,40 € éventuellement. Solution 30 qui est en train de tenter de s'extirper et de se remettre dans des meilleures dispositions en dépassant les 8,20 €. Ça se tente, ça ne s'est pas encore fait aujourd'hui, mais du coup repasser les 8,20 € et les conserver,
ça serait se remettre dans des dispositions pour réattaquer un petit peu la relance. Technip Energy, même chose que sur la plupart des valeurs pétrolières, on avait atteint les 14,70 €, on fait de la conso au prorata, c'est-à-dire qu'on est venu chercher l'ancienne résistance qui devient support. Donc pour l'instant, voilà, on tente du rebond à ce stade-là, ça vit. On peut même venir chercher jusqu'aux 13 €, hein. Ça ne me choquerait pas plus que ça, hein. Il faut faire du prorata par rapport à cette hausse de 40% en ligne droite, hein. Donc ça ne me choquerait pas plus de ça et ne remettrait pas en cause la tendance. Et puis ça peut faire des accumulations éventuelles. Terra Nexus, il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. On est toujours dans le biseau descendant. On le joue en pur graphique, hein. Donc là, l'idée, c'est, vous voyez, tac, tac. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même clôturé au-dessus de la moyenne mobile 20. C'est déjà pas mal. On va se satisfaire de peu là-dessus, sur une grosse tendance baissière. Ce qui va vraiment nous intéresser, évidemment, c'est le débordement de ces 7,80 €. Là, vraiment, le marché se remettra dans des dispositions éventuellement spéculatives sur le partenariat, pas le partenariat. Je serais tenté de dire que le cours va certainement nous l'annoncer un poil en avance. Donc là, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est d'une part de réussir à conserver la zone où on est. Je trouve qu'on est bien congestionné dorénavant, donc s'il y a quelque chose qui doit se passer, ça doit se passer incessamment sous peu. Sinon, si ça tarde trop, j'aime rarement. Après, il y aura de nombreuses résistances, bien entendu, là-dessus, mais déjà, commençons par aller chercher les 7,80 €, congestionner éventuellement dans cette zone-là, et ça pourra commencer à être un petit peu plus intéressant. Au niveau de Total Energy, même chose, hein, on consolide après un joli run, donc rien de bien méchant, on a le droit de souffler un petit peu. Au niveau de Vallourec, ça tergiverse pas mal comme CGG, hein, reste une tendance baissière, et l'idée est toujours la même pour moi, c'est le dépassement des 8 € qui sera vraiment libérateur. Après, il y aura les 8,90 €, 9 €, mais déjà commencer par ces 8 €, ça nous permettra de nous mettre dans des bonnes dispositions. Et tenir à court terme, c'est tenir les 7 €. Sinon, on dégradera de la même manière que si CGG passe sous les 62 centimes d'euros, on dégradera et on remettra tout côté positif d'analyse à plus tard. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas des valeurs intéressantes pour 6 mois, dans 6 mois, dans un an, etc. Ça veut juste dire que pour l'instant, ce n'était pas encore le bon timing, on remet à plus tard, on garde sur l'oreille en attendant, hein, on se la fumera plus tard. Au niveau de Whitby, on a toujours cette congestion qui se met en place, et la résistance horizontale au niveau des 7,60 €, 7,90 €, qui est vraiment le niveau qu'il faudra franchir. Sinon, vous avez quelques rebonds, mais qui restent spéculatifs également sur Pierre et Vacances. Donc on est en train de tester, vous voyez, cette énorme oblique descendante. Donc si on arrive à la passer, pourquoi pas un rebond, je dirais, jusqu'à cette zone ici des 10,70 €. Après, ça reste un titre, ils ont de la dette, etc. Je n'ai pas trop regardé où ils en étaient. Donc il faut se méfier, voilà, s'il y a une augmentation de capital, ce genre de choses. Mais si on taille la position, ça fait partie des titres qu'on peut jouer en mode un petit peu rattrapage. Au niveau des biotech, on a pas mal de biotech qui ont fait quelques bons rebonds. On a Celiad, Poxel, vous voyez, qui se remet dans des dispositions, mais c'est vraiment repasser au-dessus des 6,15 € pour se remettre un petit peu mieux. Voilà, donc là aussi, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Éventuellement, on a vu également sur le monde d'après, qui est le monde d'avant, des bons rebonds au niveau notamment des foncières immobilières, et on voit donc l'aspect spéculatif également autour de Unibail avec Niel et compagnie. Donc là, voilà, c'est un bon rebond, hein, mais pour vraiment inverser la vapeur, vous le voyez, il va falloir repasser au-dessus de la zone des 69-70 €. C'est ça qui sera important. Sinon, le reste, on a fait. Eutelsat, vous m'avez demandé la semaine dernière. Donc Eutelsat, pour moi, ça reste propre. Là aussi, vous avez Drahi qui met le niveau spéculatif. Donc je dirais pas grand-chose à se mettre sous la dent tant qu'on tient les 11,70 €. Hein. On reste dans la dynamique. Donc ça se suit éventuellement suivant votre profil. Après, sur le côté pétrole, évidemment, on commence à regarder les dossiers qui continuent d'être baissiers et qui n'arrivent pas à rebondir. C'est le cas notamment de Ruby. Donc Ruby continue sa descente. À titre personnel, j'en ai une première position et mon accumulation pour l'instant, j'attends. Je patiente encore à ce stade-là. Donc on voit Ruby qui continue de dégrader à ce stade et pas vraiment grand-chose encore à se mettre sous la dent. Alors, mis à part peut-être ce biseau descendant, mais on verra, on clôture quand même au plus bas cette semaine. Donc si ça lâche, ça peut encore créer un petit peu un trou d'air
pourquoi pas vers ce retour, vers cette zone des 26 euros, qui à mon avis à ce moment-là intéressera pas mal de monde. Au-delà du rendement, pour jouer cet effet rattrapage, et n'oublions pas hein, que l'argent est pas cher hein, et qu'on va continuer d'avoir des opérations boursières, y compris dans un secteur qui est pestiféré comme le pétrole. Score aussi, non, un petit peu la même idée dans ce biseau descendant, mais tant que vous cassez pas par le haut, d'un point de vue graphique, voilà, il n'y a pas de retournement haussier. Là aussi, c'est des valeurs de fonds de portefeuille. Vous avez Euros Ressources également. Hein. On me posait la question, quelqu'un a posé la question la semaine dernière pour analyser le titre. Mais souvent, on me pose la question sur quel titre je peux investir sur l'or. Alors évidemment, vous avez Oplata, mais Oplata, en plus, ils ont dû fermer la seule usine qu'ils avaient en Guyane française. Donc pour l'instant, donc ils ferment, c'est pas ça, mais vous avez surtout Eurosource. Alors Eurosource, vous avez déjà eu une OPA à l'époque, hein, pour celles et ceux qui suivaient le titre. Hein. C'était en 2015, je crois, de mémoire, hein, fin 2015, quelque chose comme ça, ou avant, je sais plus. C'était qui avait racheté ça? I Am Gold, il me semble. Hein, vous me corrigerez dans les commentaires. Donc l'idée, c'est que vous n'avez pas un flottant énorme. Il y avait quand même eu des gros volumes en juin. Et du coup, avec l'or, si vous avez qu'un PEA, je pense qu'elle est illégible. Hein, c'est un petit peu la seule valeur sur laquelle vous pouvez jouer éventuellement l'or. En plus, vous avez une belle figure bien longue là, vous le voyez, une bonne année et demie. Donc si ça casse par le haut, il y aura éventuellement un jeu à faire et pourquoi pas une proposition de l'actionnaire majoritaire pour racheter les minoritaires et sortir la valeur de la bourse. Bon, vous avez Esso également qui est l'Arlésienne, donc par rapport à ça aussi, par rapport à sa sortie de la bourse avec son actionnaire majoritaire Exxon, mais pour l'instant évidemment ça s'est jamais fait, et puis ça se fera peut-être pas, parce que bon, peut-être il n'y a tout simplement pas d'intérêt. Par contre, graphiquement parlant, il y a un intérêt, donc c'est de la raffinerie, donc il faut comprendre également que vous avez les pétrolières d'abord qui profitent d'un pétrole cher, et puis petit à petit, ça découle sur tout le secteur, et vous avez la raffinerie aussi qui commence à augmenter ses prix. Donc là on le voit sur Esso, le marché avait mis très longtemps à s'y intéresser à nouveau. On avait fait une base assez longue, hein, comme ça, mais ça y est, on a la cassure qui a été effective cette semaine, des volumes du coup assez importants qui sont en train d'arriver, une consolidation très petite dans des faibles volumes aujourd'hui, c'est ce qu'on aime voir, et donc le travail maintenant de l'horizontale qu'il faudra casser pour pouvoir aller chercher, je dirais, j'aurai un premier objectif là-dessus à 17 € éventuellement. Voilà, sinon vous avez Vivendi, voilà, avec la sortie de Universal, tout le monde dit que c'est pas cher, etc., que c'est value, etc. Ok, très bien. Sauf que ce qui s'est passé, alors j'en ai à titre personnel, hein, dans mon bas de laine également, ce qui s'est passé actuellement graphiquement parlant, surtout, c'est que vous le voyez, on est revenu faire un pullback sur l'ancienne cassure du support. Alors, cassure, pas cassure, la problématique, c'est l'ajustement des cours là-dessus, avec la sortie de AMG, voilà, mais ce qui va nous intéresser en gros, si vous prenez du Vivendi, c'est de vous détacher du graphique, vous prenez du Vivendi parce que vous jouez la spéculation éventuellement de Bolloré sur toutes les filières et sur sa holding également, et vous jouez derrière le dividende, donc ça aussi c'est en fonds de portefeuille. Voilà, et donc Nokia également qui reste très propre, hein, donc j'ai pas pris la bonne, si elle est... Non, j'ai pris celle sur le NICE. On va prendre celle sur Euronext. Voilà, donc on a réussi à bien valider ce support aux alentours des 5 € pour arrondir, donc ça reste plutôt propre, Nokia pour moi, donc ça reste haussier. Hein, une belle valeur moins de risque depuis un moment. Prosus on l'a fait, vous m'aviez demandé Carrefour également. Hop, voilà, Carrefour. C'est tiré un petit peu par les cheveux, je dirais, hein, tant que vous ne redépassez pas, vous le voyez, cette zone des 16 € et des brouettes. En termes de timing, il n'y a pas vraiment de signal. Et GTT également, voilà, il y a Valeo aussi, je vais essayer de la faire. GTT qui est en train de recasser par le haut, vous le voyez, cette oblique. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, pour moi, on reste dans l'énorme range, vous voyez, entre les 62 € et 75 €. Donc tant que vous n'en sortez pas réellement, voilà, ça reste plutôt en moyen terme, il faut s'attendre à ce que ça zigzague pas mal. Par contre,
la tendance s'est nettement améliorée et on a de quoi redevenir positif en attendant de voir la suite, mais au-dessus des 68 euros, on peut redevenir positif et en plus, vous avez également un dividende là-dessus, donc ça dépend, c'est là aussi une valeur que je mettrais plus en fond de portefeuille quand même que pour du trading. Euh, voilà, vous avez même Scap en petite valeur éventuellement qui peut lancer son retournement. Valeo, pour moi, il est temps de faire un petit peu de construction. Donc le gros support, je le mettrai au niveau de ces 22,80 €. Et vous en avez un intermédiaire au niveau des 23,70, 23,80, mais vraiment 22,80 à tenir. Et là, on aurait, alors, si je nettoie un petit peu le reste, là, on aurait éventuellement, pour celles et ceux qui veulent voir ça, une épaule, tête et épaule inversée qui se mettrait en place ici, avec donc ce débordement des 26 € en vrai signal de retournement, moindre risque. Donc là, pour l'instant, je dirais, ça continue à travailler, ça reste positif au-dessus des 23,80 €. Il ne faut pas négliger qu'on peut revenir jusqu'au 22,60, 22,80 sans pour autant remettre en cause le scénario. Ça reste encore une tendance baissière, mais qui est en train de travailler son retournement. Voilà, en presque 30 minutes, cette vidéo, mais il y avait pas mal de valeurs que vous m'aviez demandé et je voulais faire un petit peu le point là-dessus. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, de partager la vidéo également avec d'autres personnes que ça pourra aider, comme vous le sentez, et de me dire en commentaire ce que vous pensez des marchés, qu'est-ce que vous privilégiez, et me donner quelques actions éventuellement que vous voudriez voir ou revoir la semaine prochaine. Excellent week-end à vous les graphes, et à la prochaine. Salut!